dans la bibliothèque de la ferme. Quatrième et dernier épisode, unification du monde et montée de l'absolutisme. Selon Marc Ferraud, le XVIIe siècle voit un grand changement s'opérer en Europe. Alors que les cités l'ont d'abord emporté sur les grands États féodaux, elles ont fini par être à leur tour supplantées par les États-nations. Les rois d'Espagne et du Portugal ont été les principaux promoteurs des expéditions à travers le monde. Mais ce sont les cités italiennes, on l'a vu, qui ont fourni les progrès techniques, les moyens financiers et les personnalités qui ont permis les grandes découvertes et les conquêtes coloniales. En revanche, les cartes de navigation venaient d'Allemagne, pays où l'imprimerie, inventée par Gutenberg, avait vu le jour et s'était développée. La vitalité des cités italiennes et allemandes tenait à leur organisation, qui par rapport aux usages de l'époque, se distinguait par la place qu'elle faisait à des fonctionnements démocratiques. L'expression des individus en fut favorisée, et plus encore cette part d'inventivité, d'élan, d'imagination qui sont nécessaires au lancement d'expéditions à l'autre bout du monde. Au XVe et au XVIe siècle, la prééminence des républiques marchandes italiennes est incontestable. Pour s'enrichir et pour étendre leur influence, ces villes faisaient preuve d'une grande agressivité commerciale. Ainsi, elles annexèrent des régions susceptibles d'accroître leur capacité de production ou de servir de relais à leurs circuits commerciaux. Face à ce dynamisme des cités italiennes, l'exemple le plus paradoxal et le plus parlant du recul des États est celui du Portugal. Le souverain du Portugal, immensément riche, avait fini par perdre l'essentiel du contrôle de son budget au profit des financiers italiens qui dominaient le commerce. Le déclin des cités italiennes, quant à lui, fut précipité par le péril turc en Méditerranée. Et c'est ainsi qu'Amsterdam devint la ville dominante du XVIIe siècle. Depuis l'indépendance des Provinces-Unies, elle s'était développée, surtout grâce à la pêche et au commerce du hareng. Les Hollandais furent en effet les premiers à fumer le poisson. L'invention de cette technique de conservation fut un véritable tournant de cette histoire. Selon Marc Ferraud, il n'est pas exagéré de dire qu'elle leur permit de partir à la conquête du monde. Toutes les villes côtières l'imitèrent. Le hareng devint pour tout un peuple le symbole de son succès. Le miracle de la terre, de la mer et du travail, proclamait-on. L'économie urbaine d'Amsterdam connut une croissance vertigineuse jusqu'à devenir la plus grande place financière en Europe. Forte de la richesse que lui apportait son développement commercial, Amsterdam devint un port important. Les armateurs s'entendaient pour donner aux marins les salaires les plus bas possibles, au prétexte qu'une rémunération plus généreuse conduisait à acheter de l'alcool avec tous les risques de violence, de faute professionnelle ou d'insubordination que cela pouvait entraîner. Le maintien de faibles émoluments contraignait les matelots à rester assidus dans leur travail et permettait de diminuer le prix du transport des marchandises. La flotte hollandaise, organisée en compagnies, était aussi importante et puissante que toute la flotte européenne réunie. La ville d'Amsterdam devint le magasin du monde. Vers 1720, elle était à son apogée, mais les Provinces-Unies devinrent une proie pour la France du fin de règne de Louis XIV. Et leur rivalité commerciale avec la puissance anglaise s'exacerbait de plus en plus. Il en résulta 4 guerres qui mirent un terme à cet essor hollandais. Le manque d'unité des grands États, comme la France, continuait à les handicaper. En France, donc, au XVIe siècle, les villes et surtout les ports constituaient des pôles largement autonomes et dont l'unité était plus marquée et plus déterminante pour les citoyens que celle du royaume de France. Londres contrôlait le marché anglais, Amsterdam le marché hollandais et Venise la région vénitienne. La puissance économique et politique de l'État en France se diluait dans l'étendue et la diversité de son territoire.
C'est précisément ce retard dans la mise en synergie économique et dans la centralisation administrative que Louis XIV allait achever de combler. Il assura ainsi la suprématie de son royaume et fit naître les conditions d'un véritable attachement des sujets à la nation. La traite transatlantique se mit peu à peu en place dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Jusqu'alors, les colons exploitaient surtout des esclaves indiens, mais ceux-ci ayant été décimés par les maladies et les mauvais traitements, les colons français et anglais firent alors appel à des engagés blancs dont les conditions de travail étaient à peine plus enviables que celles des esclaves. Vers 1660, la nécessité d'accroître les bénéfices commerciaux entraîna la formation de grandes plantations dans les colonies. Face à la défection des engagés blancs, les colons augmentèrent le recours aux esclaves noirs qu'ils avaient commencé d'employer depuis le XVIe siècle. Ce trafic connut son apogée au XVIIIe siècle. En Occident, l'absolutisme suscite des formes inédites de contestation. À partir du XVIIe siècle et jusqu'à nos jours, le pouvoir politique, à l'époque celui du roi, allait devenir l'arbitre des conflits religieux dont il avait été jusqu'alors l'objet, sinon le jouet. Dès lors, la personne du monarque ne cristallisait plus les haines mystiques, son rôle de médiateur lui conférait au contraire une autorité nouvelle. Avec l'absolutisme, qui s'imposa en Espagne, en France, en Autriche et en Angleterre, on vit apparaître un nouveau type de contestation, non plus religieuse mais politique. D'un côté, les régions se révoltaient contre la centralisation politique, et de l'autre, certaines villes allèrent jusqu'à faire sécession. C'est ainsi qu'une république fut proclamée à Barcelone, à Bordeaux et à Naples. En Angleterre, l'opposition au pouvoir du monarque alla jusqu'à la Révolution, menée par Cromwell. Comme un écho au massacre et aux tueries perpétrées à l'autre bout du monde contre les Indiens, les guerres et les conflits de l'Ancien Régime se sont caractérisés par la montée de la violence populaire. Les conflits prirent une nouvelle forme à la fin du XVIe siècle. Pendant les guerres de religion, la violence était considérablement accentuée, les combats devinrent de plus en plus sanglants qu'auparavant, les meurtres, les viols, la torture, les sacrilèges étaient l'expression de la haine religieuse. Ces tueries de masse étaient le signe d'un basculement des mœurs. Alors que l'aristocratie avait eu jusqu'alors le monopole de la violence réputée légitime, le peuple s'arrogeait le droit d'en user. Les conflits et les guerres de l'Ancien Régime furent marqués par cette violence populaire qui n'existait pas dans la société féodale, ou seulement par des transgressions que nul n'aurait songé à légitimer. Or, en haranguant les foules, les curés de Paris, par exemple, ont sciemment excité la violence du peuple, qui fut en grande partie responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. Ces conflits d'une cruauté inédite provoquèrent des ressentiments qui se généralisèrent à toute l'Europe. Les guerres de Louis XIV furent pour une part à l'origine du ressentiment des Allemands contre la France, et ce jusqu'au XIXe siècle. Apogée et déclin de la puissance espagnole au XVIIe siècle. Étant donné l'étendue de sa puissance, le roi d'Espagne fut le premier souverain en Europe à disposer d'un État organisé. Son pouvoir reposait sur l'alliance d'un style autoritaire et de pratiques bureaucratiques. Son autorité était toutefois limitée par l'Assemblée des Cortes qui se réunissait régulièrement. L'Italie, qui avait fait l'objet de guerres entre le royaume de France et les armées impériales, devint une aire d'influence de l'Empire germanique et de l'Espagne après les accords de Château-Cambrésis en 1959, qui se partageaient ses richesses. Seul le duché de Savoie et la République de Venise étaient restés indépendantes. L'Italie subira l'influence autrichienne et espagnole jusqu'au XIXe siècle. La période, qui s'étend de 1570 à 1580, correspond à l'apogée de la puissance espagnole. Et ce fut la principale raison pour laquelle Henri de Navarre décida de se convertir pour devenir Henri IV
il fallait réconcilier le royaume déchiré de France pour mettre fin à la menace espagnole. La guerre de 30 ans. Alors que le XVIe siècle avait été marqué par les guerres de religion, le XVIIe connut pour sa part les guerres entre les États. Ainsi, la guerre de 30 ans, dans la première moitié du XVIIe siècle, opposa les États catholiques aux États-nations protestants. En réalité, et comme souvent, les causes du conflit portaient davantage sur des questions d'ordre matériel que sur des problèmes de doctrine ou de foi. Contrairement aux évêques catholiques, les protestants étaient possesseurs de leurs terres. Pour devenir propriétaires, nombre d'archevêques se convertirent donc au protestantisme. Une sainte ligue fut alors créée par les Habsbourg pour récupérer ces terres. Les protestants ripostèrent en créant l'Union évangélique. Tous les ingrédients pour une guerre étaient là, et les États du Nord y entrèrent chacun à son tour pour y rétablir l'équilibre. Ainsi, la France soutint le camp protestant, car Richelieu pensait qu'il fallait un contrepoids à la puissance des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, dont les possessions encerclaient dangereusement la France. Et cela alors même qu'à l'intérieur du royaume, il combattait les protestants qui voulaient instituer une république à La Rochelle. La France sortit grande gagnante de ce conflit, avec la Suède dans une moindre mesure. Elle s'étendit à l'est, pour la première fois la frontière française atteignit le Rhin, et elle put conserver ses possessions au sud. Il y eut même une alliance étrange contre nature entre le cardinal Mazarin et le très puritain Oliver Cromwell, une alliance donc qui permit aux Anglais de prendre Dunkerque aux Espagnols, ainsi que la Jamaïque. L'Espagne, qui avait déjà dû reconnaître l'indépendance des Provinces-Unies en 1648, sortait donc très affaiblie de ce conflit. L'Allemagne, quant à elle, sortit ravagée de ces années de guerre qui s'étaient déroulées sur son territoire. Et les Allemands développèrent un ressentiment anti-français, je l'ai dit, qui dura jusqu'au XIXe siècle. La prépondérance française et le triomphe de l'absolutisme au XVIIe siècle. L'Ancien Régime est, aussi paradoxal qu'il y paraisse, une société dans laquelle tout le monde a des privilèges, même les paysans. Ainsi, par exemple, les paysans d'une province payaient plus ou moins d'impôts par rapport à ceux d'une autre. Les privilèges constituaient dans un tel contexte un frein contre le despotisme. Ils venaient limiter le pouvoir absolu du monarque et prémunir chacun contre la tentation des autres d'abuser de leurs prérogatives. On peut considérer que tous les habitants du royaume étaient couverts par au moins un privilège. Toute identité, géographique, professionnelle, sociale, s'illustrait d'ailleurs par le droit d'être jugé selon les privilèges de ce groupe. L'exclusion du groupe se caractérisait au contraire par l'incapacité et l'absence de droit. Celui qui n'appartenait à aucun groupe ne disposait d'aucun droit. Perçu comme un frein à la centralisation monarchique et à l'unification du royaume, les privilèges sont rationalisés par les légistes au service de la monarchie dès la fin du Moyen Âge. Le mouvement commence au XVe siècle avec la mise par écrit des coutumes et privilèges provinciaux. Puis le mouvement s'accélère nettement au XVIIe siècle. Richelieu puis Louis XIV vont ainsi mener une politique d'harmonisation et de remise à plat des privilèges afin de limiter les contre-pouvoirs locaux. Ce fut avec Henri IV que l'on assista au début de l'absolutisme. Le roi affirma son monopole fiscal en dessaisissant peu à peu la noblesse et l'Église du prélèvement de leurs impôts. Il obtint le monopole de la violence dite légitime, intérieure et extérieure, en privant les seigneurs de leurs armées. La guerre prit alors le pas sur les conflits de pouvoir. Après les rois combattants de la fin du Moyen Âge, qui assuraient par leurs armes leur ascendant sur leurs vassaux, puis les rois blessés et victimes, devenus rois arbitres sous la Renaissance, vint le temps des rois de guerre, que l'ambition de dominer la scène internationale poussait à engager leur pays dans de nouveaux conflits. La guerre renforça le pouvoir de l'État. Par ses actes, le roi s'érigeait en arbitre suprême,
Il se plaçait au-dessus des conflits ou des intérêts particuliers. Ainsi, en se convertissant au catholicisme, Henri IV avait agi dans l'intérêt de l'État. Même les périodes de régence ne fragilisèrent pas la monarchie. Bien au contraire, Consigny, Richelieu puis Mazarin consolidèrent l'État et renforcèrent l'absolutisme. Ainsi, on l'a vu pendant la guerre de 30 ans, Richelieu soutenait les armées protestantes contre les pays catholiques alors qu'il réprimait les protestants à l'intérieur du royaume. Et cela dit, le parti catholique, ou le parti dévot, pouvait difficilement tolérer ce double jeu, car il était sur le fond hostile à la laïcisation de la politique et à l'autonomisation de la sphère du politique par rapport à la religion. Ce parti dévot considérait que la défense du catholicisme devait l'emporter sur la raison d'État. Il continua d'exercer une pression constante, quoique plus discrète après la victoire de Richelieu, et il fut à l'origine de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Richelieu incarne le passage de la sacralisation du monarque à la sacralisation de l'État, ou, autrement dit, la transition entre le roi-État et l'État-roi. Cela impliquait en premier lieu l'unification du royaume sous l'autorité du monarque, car sa souveraineté n'était pas divisible. Les privilèges d'une région étaient définis et monnayés par lui. La légitimité de l'État, sa rationalité propre, transcendaient désormais toutes les autres légitimités. Richelieu interdit ainsi au Parlement de discuter des affaires de l'État et limita leurs droits de remontrance. Les décisions royales n'étaient plus discutables. Il multiplia le nombre des intendants qui représentaient le roi dans tout le royaume et contrôlaient le travail des officiers. Forcément, il finit par se heurter aux princes de sang, aux gouverneurs de province, aux membres des parlements et aux riches propriétaires qui voulaient défendre leurs privilèges. Avec Louis XIV, le despotisme n'émanait plus de la seule personne du roi, mais de l'organisation centralisée, des normes et des règles mises en place sous son autorité et dont il était le garant. Nouveau paradoxe, la montée de l'absolutisme correspond au moment où le roi n'est plus que l'incarnation du centre idéal d'un État qui, pour la première fois, gère l'ensemble du pays selon sa cohérence. D'une certaine manière, la Révolution française n'aura qu'à reprendre ce modèle de l'État en supprimant le monarque qui en avait été le pivot, en le remplaçant par le peuple, dont le rôle devenait de plus en plus symbolique. Plus que tout autre, Louis XIV était un roi de guerre. Son règne ne compta que 2 années de paix. Il mena ces guerres pour agrandir la France et affirmer sa suprématie en Europe. Ainsi, lorsqu'en 1772 il déclara la guerre à la Hollande, il le fit pour briser la concurrence économique de ce pays et pour affaiblir le calvinisme. Ce fut une guerre totale, extrêmement cruelle. Ces excès finirent par provoquer la formation d'une grande coalition contre le royaume de France, et ce fut le début du déclin. Ces nombreuses guerres nécessitèrent un effort financier considérable de la part du royaume de France. Les impôts étaient au cœur du dispositif instauré par Louis XIV au service de sa gloire. Multiplié par 3 sous Richelieu et Mazarin, le montant des impôts ne cessa d'augmenter sous Louis XIV. Aujourd'hui, on sait que 41% seulement parvenaient dans les caisses de l'État. Ils étaient prélevés par des financiers qui prêtaient de l'argent au monarque. Les financiers, les entrepreneurs et les intermédiaires prospéraient en détournant le reste à leur profit. Un système de prêts et d'emprunts s'était mis en place, de sorte que l'État empruntait sans cesse. La taille était l'impôt royal par excellence, et il y avait 2 types de taille. D'abord la taille personnelle. Elle devait être payée en fonction des signes apparents de richesse et en fonction des réseaux d'influence. C'est la formule la plus courante. Selon Marc Fesneau, elle est à l'origine de la mentalité française paysanne qui consiste à se faire passer pour un pauvre devant le collecteur. Les paysans allaient se coucher dans la porcherie et l'étable avec les porcs et les vaches pour montrer leur misère. Ils réduisaient autant que possible le nombre de fenêtres de leur maison. À côté de la taille personnelle, il y avait la taille réelle
qui était un impôt plus légitime, car elle reposait sur les terres travaillées par les paysans. Cet impôt ancien était l'héritier de l'impôt versé en échange de la protection du seigneur. La gabelle, l'impôt sur le sel, prit des formes de plus en plus illégitimes, puisque peu à peu elle ne fut plus calculée en fonction de la quantité de sel consommée, mais seulement en fonction des besoins d'argent du roi. Au XVIIe siècle, les grandes révoltes paysannes étaient le plus souvent liées à l'impôt et aux famines dues aux nombreuses guerres et aux mauvaises conditions météorologiques. Elles furent durement réprimées et l'ordre finit par être rétabli pour longtemps, puisqu'elles disparurent jusqu'à la Révolution française. L'envoi aux galères était l'emblème de la répression. Un homme sur deux en revenait vivant. Lorsque la guerre s'éloigna des côtes de la Méditerranée, les galères perdirent leur utilité et ne servirent plus qu'à la répression des condamnés. Les forçats ramaient sur des galères immobiles. En 1713, à la fin de la guerre de succession d'Espagne, 22 000 hommes ramaient pour rien à Marseille. Le colbertisme. Avec Colbert, une nouvelle catégorie d'hommes parvint au sommet de l'État, les bourgeois. Colbert était un mercantiliste. Il croyait en la stabilité des ressources. Selon lui, la croissance et le développement n'existaient pas. On ne pouvait être riche qu'aux dépens des autres. Il fallait donc, selon lui, concentrer la plus grande part possible de richesses disponibles dans les caisses de l'État. Il n'y a que l'abondance d'argent qui fait la différence, disait-il. Le rôle de l'État est d'attirer l'argent et d'empêcher qu'il sorte. Pour augmenter les exportations, il fallait fabriquer des produits de grande qualité, introuvables ailleurs. Face à la stagnation de l'agriculture, Colbert décida de porter les efforts de l'État sur l'industrie. Il développa les fabriques existantes et créa de nouvelles manufactures. Mais l'administration devint bientôt le talon d'Achille de la fabrication industrielle française. En effet, pour que les produits se vendent à l'exportation, Colbert jugeait que leur qualité devait être contrôlée par des règles très strictes. Le règlement des draperies d'Amiens, par exemple, comportait 248 détails de fabrication, et celui des tapisseries de Gobelin comportait plusieurs pages. Ainsi, au XVIIe siècle, l'excès de réglementation était déjà le principal défaut de l'économie française. Une trop grande rigidité et l'absence de créativité occasionnèrent le déclin de l'industrie. Comparé à l'industrie anglaise qui tenait compte des changements des goûts, des modes et qui faisait preuve d'une plus grande souplesse, l'industrie française écrasait la créativité de ses artisans. Si l'œuvre de Colbert fut un temps glorifiée pour avoir assuré le développement rationnel d'une production manufacturière de grande qualité, l'homme finalement fut critiqué pour son dirigisme et le manque d'adaptation des structures économiques ou administratives qu'il avait privilégiées. Dès le XVIIIe siècle, il lui fut reproché de n'avoir pas su préparer l'industrie française à rivaliser avec l'industrie anglaise. Richelieu fonda l'Académie française avec pour mission d'épurer la langue et d'en fixer le bon usage. Mazarin fonda l'Académie de peinture et de sculpture, Colbert l'Académie des sciences et celle de musique, etc. Le gouvernement régentait la vie intellectuelle comme il dirigeait la vie économique. Nous verrons dans la série consacrée à la religion industrielle de Pierre Mussot le rôle central joué par ces académies. Le jansénisme. Le jansénisme est une doctrine religieuse qui s'est diffusée au XVIIe siècle. Elle s'oppose à celle des jésuites, reconnue par le pape, notamment sur la question du salut. En effet, les jansénistes pensent, un peu comme les protestants, que seule la grâce de Dieu permet d'obtenir le salut, alors que les jésuites accordent une plus grande importance à la liberté individuelle. Le jansénisme fut combattu par l'Église catholique qui y voyait un calvinisme rebouilli, puisqu'il réfutait la possibilité à l'homme de trouver le salut par ses mérites. Il fut aussi combattu par Louis XIV parce que le jansénisme contribuait à désagréger les idéaux de la noblesse selon lesquels chacun devait se montrer plus valeureux que l'autre pour atteindre une sorte d'idéal chevaleresque, signe d'un mérite qui ne pouvait que rapprocher de Dieu.
Désormais, les valeurs de l'aristocratie guerrière étaient dévaluées, tandis que la bourgeoisie se trouvait légitimée dans ses activités mercantiles. Le héros était détruit, le bourgeois s'élevait. La morale janséniste remettait en cause les restes des valeurs héritées du Moyen Âge et de la chevalerie, en dénigrant les hauts faits et les victoires terrestres. Le roi craignait que ce mouvement ne finisse par contester sa grandeur et son autorité même. Alors certes, l'État centralisé de la monarchie absolue visait à soumettre la noblesse à l'autorité royale et à mieux intégrer les divers ordres de la société dans l'unité de la nation. Cela supposait de retrancher des valeurs féodales tout ce qui pouvait menacer la cohésion sociale. Mais cependant, Louis XIV concevait cette cohésion comme une sorte de pyramide hiérarchique dont il était le sommet. Les valeurs chevaleresques, dès lors, ne devaient plus être portées par tel ou tel clan indépendamment des autres, mais par tous les sujets, chacun en fonction de son rang, le roi les exprimant au plus haut degré. Bref, pour le roi, il ne s'agissait pas de rompre avec l'ordre ancien, comme allaient plus tard s'y employer les révolutionnaires, mais de le transposer dans le cadre d'une monarchie rationnellement administrée. Or, les jansénistes étaient hostiles à la hiérarchie ecclésiastique. Puisqu'un individu n'est rien devant Dieu, nous sommes tous égaux devant lui. Les jansénistes furent les premiers égalitaristes au sein de l'Église, mais ces idées glissèrent plus tard à la société civile. La doctrine janséniste porte les germes des idéaux révolutionnaires. Et Marc Fesneau de remarquer qu'il est souvent apparu dans l'histoire que les principes révolutionnaires naissent d'idées religieuses transférées du domaine théologique où elles étaient nées à un contexte laïcisé qui leur donne un sens politique. Le règne de Louis XV. Après la Régence, le règne de Louis XV conduisit à ce que l'on pourrait appeler une privatisation de la vie du roi. La cour se délitait et les nobles, qui n'étaient plus attendus à Versailles, se retrouvaient donc à Paris, loin du roi. On vit ainsi apparaître, au XVIIIe siècle, une vie publique qui mettait en cause les pratiques du pouvoir. Pendant que la société de cour s'amusait en assistant à des comédies de Molière ou discutait des mérites de Corneille et de Racine, la société de salon créa une littérature politique inscrite dans son temps. Les salons devinrent des pôles intellectuels actifs et puissants, avec leurs partis et leurs cabales. Et petit à petit, le système institué par Louis XIV se décomposa. Le courtisan laissait la place à l'homme du monde, et Paris prenait la place de Versailles. La prépondérance anglaise et la contestation de l'Ancien Régime. À partir du milieu du XVIIe siècle, l'Empire ottoman commença à décliner. Pour la première fois depuis leur incursion en Europe au milieu du XIVe, les Turcs devaient renoncer à quelques-unes de leurs conquêtes face à la montée de la puissance des Habsbourg et des tsars de Russie. Le régime russe était autocratique, c'est-à-dire que le monarque avait un pouvoir discrétionnaire. À la différence de l'absolutisme, le tsar faisait ce qu'il voulait sans discussion possible. Les nobles russes, contrairement à leurs homologues français, auxquels leur titre donnait droit quand même à certaines prérogatives indépendamment des décisions du monarque, les nobles russes donc ne pouvaient accéder à aucune fonction sans l'accord explicite du tsar. Le roi de France récompensait le rang élevé, tandis que le tsar promouvait ceux auxquels il reconnaissait de la valeur. À la différence des monarques occidentaux, qui ne donnaient des terres qu'à leurs seigneurs, le tsar donnait des terres à tous ceux qu'il voulait honorer, qu'ils fussent bien nés ou non. Pour récompenser ses serviteurs et affermir sa puissance, il avait besoin d'étendre son territoire. Et l'expansion terrestre fut le pain dont le tsar s'est nourri. La faim de terre est la marque du régime autocratique russe. Il conforte sa domination par le don de terre et le pouvoir de reprendre ce qu'il a donné. Il augmente aussi sa puissance en l'étendant sur des territoires toujours plus vastes
et des populations plus nombreuses. Cette conception est difficile à comprendre en Occident, où l'on prétend privilégier l'exploitation rationnelle des richesses et la mise en synergie systématique des potentialités des groupes sociaux ou des individus. En russe, le mot kormit veut dire à la fois gouverner et nourrir, tandis que le mot stol signifie à la fois le trône et la table. Dans la tradition russe, la fonction du pouvoir est de nourrir. Le caractère divin du tsar reposait en partie sur cette capacité. Les nobles étaient égaux par rapport au pouvoir despotique du tsar qui avait toute autorité sur eux. Du jour au lendemain, ils pouvaient monter ou descendre, perdre tout ou partie des terres qu'ils détenaient, ce qui était à l'origine d'une certaine servilité de la noblesse russe. Ce système de dépendance des élites à l'égard du pouvoir s'est perpétué, selon Marc Fesneau, jusqu'au régime soviétique et jusque dans les pratiques quotidiennes. Sous ce régime, lorsqu'un fonctionnaire perdait son travail, il perdait également son traitement et sa maison. De telles disgrâces n'existaient pas en Occident. Les paysans russes, les moujiks, furent victimes de ces relations de hiérarchie tyrannique qui étaient le trait dominant au sein de la noblesse. Mais à la différence des paysans anglais, français ou espagnols, ils résistaient au changement, car ils étaient profondément pénétrés de la dimension sacrée de leurs conditions. Le moujik avait sa place dans l'ordre divin sous la conduite charismatique du tsar et des nobles. Cette résistance à tout changement prenait sa source dans la religion orthodoxe, mais elle trouve d'étranges échos dans la résignation d'une partie du peuple russe face au dysfonctionnement, à l'oppression et aux crimes qu'il a dû subir jusque sous le stalinisme. Dès la fin du XVIe siècle, on l'a vu dans le précédent épisode, la reine Élisabeth donna une impulsion à l'expansion maritime de l'Angleterre. Elle utilisa la piraterie et créa des compagnies de commerce pour ouvrir les marchés extérieurs aux draps anglais. Et peu à peu, sa flotte commença à supplanter celle des Espagnols. L'expansion espagnole était une expansion ostentatoire au service de la force et de la gloire du monarque. L'expansion portugaise et hollandaise poursuivait un objectif essentiellement financier. Les Anglais, quant à eux, se considérant comme une race supérieure en un sens particulier, celui de nation, voulaient fonder un empire colonial sur de tout autres principes. Il s'agissait pour eux de le peupler d'Anglais. Au XVIe siècle, la richesse de l'Angleterre s'appuyait encore largement sur l'industrie de la laine. Pour surmonter la concurrence liée au commerce maritime, les grands propriétaires anglais, qui vivaient de l'élevage de moutons et de la vente de la laine aux drapiers flamands, décidèrent d'élever des haies autour des pâturages des moutons pour protéger leurs herbages des animaux errants et les réserver à l'usage exclusif de leurs propres troupeaux. Nombre de fermiers et d'ouvriers agricoles qui faisaient alors paître leurs bêtes sur ces terres communes, qui appartenaient à tous, se retrouvèrent sans possibilité de survivre. À terme, les enclosures entraînèrent une diminution spectaculaire du nombre de paysans en Angleterre. Ceux-ci finirent par aller travailler dans les usines et les manufactures en manque de main-d'œuvre. Mais le pays s'enrichit grâce à l'extension de ses pâturages fermés. En effet, pour vendre leur production, les propriétaires anglais équipaient des navires qui relançaient le commerce. Avec les nobles et les marchands, ils finirent par former la classe dominante de la société anglaise. La misère des paysans et l'enrichissement des grands propriétaires furent, pour une part, à l'origine des deux révolutions anglaises. L'Angleterre était un petit pays contrôlé par Londres. La loi y était beaucoup mieux appliquée que dans le royaume de France, où les cloisonnements géographiques, les traditions de chaque province et les privilèges gênaient le fonctionnement de l'État. Le pouvoir centralisé anglais avait une maîtrise des finances publiques que n'avaient pas les autres pays. Par exemple, le royaume de France multipliait les impôts, mais ceux-ci étaient prélevés par des financiers qui prêtaient de l'argent au monarque, les intérêts pouvant aller jusqu'à 36%. Le gouvernement français ne disposait pas de la capacité centralisatrice du trésor anglais. La Banque d'Angleterre fut créée en 1694
pour recevoir les dépôts des riches commerçants et tous ceux du trésor public. L'Angleterre, un exemple politique et philosophique pour l'Europe. Les deux révolutions qui ont entraîné l'instauration d'une monarchie parlementaire en Angleterre, au XVIIe siècle, n'ont pas manqué d'attirer l'attention du continent à la recherche d'un compromis entre le pouvoir du monarque et celui du Parlement. Ces événements politiques ont été analysés, interprétés et transposés de diverses manières par les différents pays d'Europe entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Au XVIIe, la prépondérance anglaise ne se mesurait pas seulement en termes d'empire colonial ou de puissance maritime, mais également en termes d'héritage politique et culturel. À cette époque, les deux principaux théoriciens des événements politiques sont Hobbes et Locke. Thomas Hobbes a introduit une nouvelle manière d'envisager l'histoire politique des hommes. Il détache sa réflexion sur les institutions des principes religieux, des normes abstraites et des pures considérations sur la stratégie de prise de pouvoir comme pouvait le faire Machiavel. Au contraire, Hobbes rattache sa réflexion sur les institutions, le gouvernement et les relations sociales aux caractéristiques fondamentales des humains appelés à vivre en collectivité. Il est le premier à penser clairement l'autonomie du politique par rapport aux autres secteurs de la vie humaine et à chercher des solutions qui soient propres à ce champ politique. Selon Hobbes, le roi d'Angleterre est mort de ne pas avoir su être le représentant de la nation anglaise. John Locke, quant à lui, fut le premier théoricien qui jugeait nécessaire de subordonner l'action du gouvernement au consensus populaire. Il fut également le premier théoricien qui jugea que la souveraineté appartenait à la société et non pas à Dieu. Il proclama l'égalité entre tous les hommes et défendit le régime représentatif. S'inspirant des idées de Hobbes, il cherchait le compromis entre les droits du collectif et les droits de l'individu, c'est-à-dire les droits de l'homme. Pour lui, cela devait nécessairement passer par un pacte ou un contrat social. Les Lumières françaises vont donner un prolongement original aux idées de Hobbes et de Locke. Nos aspirations, nos idées, nos valeurs ne trouvent plus désormais leur fondement en Dieu, dans l'harmonie du monde ou dans les principes de la métaphysique, mais dans la raison et l'idée de liberté qui est présente en chaque homme. L'encyclopédie tenta de décoder les modes de fonctionnement de l'économie, de la politique et des rapports sociaux. La plupart des auteurs avaient des rapports avec les mécanismes de la production, parfois avec l'appareil d'État même. Ils se donnèrent pour ambition de démonter et de mettre au jour, de révéler, d'éclairer tout ce qui, jusque-là, appartenait au domaine réservé de l'Église ou des corporations, sous le prétexte du secret professionnel. Le despotisme éclairé. Les despotes éclairés étaient des monarques qui disaient vouloir défendre le bonheur de leur peuple sans rendre de compte à Dieu. Bien que croyants et pieux, ils dissociaient le gouvernement des hommes de la religion et de l'Église. Alors que les souverains des XVIe et XVIIe siècles s'entouraient souvent de théoriciens ou d'ecclésiastiques, les despotes éclairés subissaient l'influence des philosophes. Le projet commun est d'adapter les États à l'esprit nouveau, c'est-à-dire les droits individuels, le progrès, la prospérité, la raison et la tolérance religieuse. À leur manière, les philosophes entendaient prendre auprès du monarque la place qu'occupaient le clergé et la noblesse. Bien sûr, le programme des philosophes ne fut appliqué par ces monarques que par bribes, voire même contredit dans les actes par ceux-là même qui les invitaient à leur cour. Tout de même, à Vienne, Joseph II décréta l'abolition du servage dès 1781 et institua la liberté d'expression. L'Inquisition fut abolie en Espagne. Au Portugal, Palerme et Naples, les jésuites furent interdits. La peine de mort fut même interdite en Toscane et dans les États autrichiens. L'abolition de la torture fut programmée dans plusieurs pays. Mais en Prusse, comme en Russie, ce fut la centralisation par l'État qui assura le développement de leur puissance.
Elle s'accompagna d'un retour à la violence sous Pierre le Grand et Frédéric II. Voltaire a pourtant été l'ami de Frédéric II, et Catherine de Russie a reçu Diderot à Moscou. Elle lui écrivit d'ailleurs « Avec vos beaux principes, on ferait de beaux livres, mais de bien mauvaises besognes. Vous ne travaillez que sur le papier. Moi, je travaille sur la peau humaine, et je vous assure qu'elle est plus chatouilleuse et irritable. » La naissance d'une conscience européenne. Le terme Europe, invention mythique héritée des Grecs, fut d'abord une expression abstraite plus ou moins définie géographiquement. Il ne prit son sens politique qu'au XVe siècle lorsqu'on parla de la lutte des Turcs contre l'Europe. Mais l'idée d'Europe comme entité et civilisation n'émergea que plus tard. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît une conscience européenne portée par les philosophes des Lumières qui diffusaient leurs idées auprès des princes et dans l'espace public. En France, en Prusse, en Russie, dans les Provinces-Unies, cette conscience prônée par les philosophes a pour vocation de mettre fin aux guerres entre les États, de substituer des régimes politiques contractuels au despotisme, mais aussi de substituer le bonheur du peuple à l'obéissance à Dieu comme projet de gouvernement des princes. Signe de l'irruption de cette idée européenne, le nombre incroyable de publications qui surgissent sous son nom, tous en langue française. L'Europe savante, le Courrier de l'Europe, etc. Brutalement, en 1789, ces titres disparaissent. Le peuple et la nation prennent la relève de l'Europe. Cette conscience de l'Europe était une abstraction sans base sociale ni politique. Après la Révolution française, elle va incarner le passé, l'ennemi de la France et de la Révolution. Merci de m'avoir écouté.